bienvenue tout le monde. D'abord, je souhaitais la bienvenue. Très heureux de vous voir aujourd'hui pour la dernière conférence du cycle de conférences, dernière conférence du cycle de conférences, je vais la voir, du collectif pour l'année 23-24. L'an prochain, on a une belle palette aussi de conférenciers, dont Michel Toddy, Edwige Router. En tout cas, je vous invite à consulter la programmation quand elle sortira. Il nous reste juste à placer les gens aux bons endroits, mais on va avoir vraiment des conférenciers super intéressants l'an prochain. Ce qui n'enlève rien à la qualité de la présentation d'aujourd'hui et à l'intérêt que l'on voue aux personnes qui vont présenter un super projet auquel je participe, pas directement, mais indirectement. Je joins certaines rencontres. C'est un projet vraiment fascinant qui, comme vous le voyez dans la première diapo, est subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. C'est un projet qui, comme vous le verrez, vise à intégrer la communauté de recherche philosophique par le biais d'une approche mixte dans le but de former ou développer le jugement des personnes étudiantes en techniques d'éducation spécialisées, ce qui rejoint un des axes du collectif, qui est de mobiliser le dialogue philo dans d'autres contextes que la philo proprement dite. Puis on a une belle brochette, si je puis dire, de profs de philo très engagés au Cégep de Granby qui développent plein de choses incroyables et d'autres collaborateurs, collaboratrices au projet. Alors, je vais vous céder la parole simplement pour dire, juste avant de commencer, la conférence est enregistrée, donc les personnes qui ne souhaitent pas voir leur visage apparaître à l'écran peuvent fermer leur caméra. On prévoit généralement autour d'une trentaine de minutes pour la présentation. Ça peut déborder un peu, puis ensuite, le temps qui reste, on l'accorde aux questions du public, aux gens qui auraient des questions pour approfondir, réfléchir davantage sur le projet. La période de questions ne fait pas partie de la présentation vidéo quand on diffuse par la suite sur notre chaîne. Puis je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation, peut-être noter quelque part vos questions. Idéalement, les formuler oralement, sinon ça peut toujours être dans la colonne ou l'espace qui est dédié à la conversation dans le Teams. Alors, je cède la parole à cette belle équipe du Cégep de Granby qui vont nous présenter ce projet particulièrement intéressant. À vous, hâte de vous entendre. Merci, Mathieu. L'information trentaine de minutes, ça ne s'était pas rendu jusqu'à moi. Nous, on a plutôt planifié un 45 minutes. Puis déjà, C'est correct. Tout un exploit vraiment... de rentrer ça en 45 minutes, mais ce qu'on va faire de notre possible sans bousculer les choses non plus. Là. Mélissa, comme je te dis, il n'y a vraiment pas de souci, on peut déborder. Puis en fait, Okay. on essaie d'arrêter vers 13h, 13h10. Donc, on prend le temps qui reste, c'est tout. Vraiment pas de problème. Sens-toi bien à l'aise de nous présenter ce que tu avais préparé. Guidou, sans plus tarder à ce moment-là, je me présente, Mélissa Caron, je suis enseignante en philosophie et depuis l'automne 2023, nouvelle chercheuse. Je suis vraiment heureuse et quand même un peu fébrile de vous présenter notre projet de recherche. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Participer au développement du savoir malgré un parcours académique des plus atypiques. Vraiment, c'est puis de vous voir aujourd'hui, d'être là, que vous soyez là, que ça témoigne de votre intérêt ou à tout le moins votre curiosité pour le projet. Ça me comble de joie, vraiment. Je suis très contente de ça. Comme on a un peu une mission impossible à réaliser, c'est-à-dire présenter à 4 et en 45 minutes, voire 30 minutes, ce projet quand même ambitieux. Je tarde plus, puis je vous présente l'ensemble de l'équipe. D'abord, le volet chercheur. Donc, mon collègue et ami, mes collègues et amis, Frédéric Dulac. Oui, bonjour tout le monde. Enseignant en philosophie aussi et nouvellement chercheur. Éric Blouin, enseignant en éducation spécialisée. Bonjour. Et Nathalie Nicole, conseillère à la recherche. Bonjour. Et puis notre dynamique duo de codeurs-codeuses, Sophia Barab et Philippe, que vous avez seulement qu'en photo. Philippe, très impliqué dans le département. Il est actuellement il participe à une plénière, je l'ai noté quelque part, c'est la commission de l'éthique en sciences et en technologie avec des étudiants. Donc, malheureusement, pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, je donne la parole plutôt à ma collègue et amie Nathalie Nicole qui chargera de vous présenter le plan de la présentation.
Alors, merci beaucoup. Vous voyez ici le plan de notre présentation. Évidemment, ce n'est qu'un bref aperçu de la recherche, mais on va se plier aux contraintes de temps quand même. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la définition du problème et de l'état de la question. Façon classique d'aborder justement une problématique. Et ensuite, la piste de solution que nous proposons dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire une communauté de recherche philosophique adaptée à TES, c'est-à-dire à technique d'enseignement spécialisé. L'objectif général et l'objectif particulier de la recherche, tels qu'ils ont été formulés, pour en fait passer le plus de temps sur la partie méthodologique, donc méthode de collecte et analyse de données, où il a fallu élaborer quand même quelque chose d'assez complexe pour essayer de cerner un phénomène aussi complexe que le jugement raisonnable, pour terminer avec les retombées anticipées. Éric? Pour la suite, bien sûr. Moi, je suis le prof d'éducation spécialisée et en plus de 20 ans d'enseignement dans ce programme-là, on s'est rendu compte qu'il y a deux choses importantes en TES qui sont, bien, il y en a plein, là, mais dont deux qui sont difficiles à travailler, qui sont les préjugés des étudiants puis le discernement. Au niveau des préjugés, on a tous une culture des valeurs, on a tous une histoire de vie qui vient teinter notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Puis comme on est notre principal outil d'intervention, l'éducateur, ben, ça joue une place vraiment importante. Puis il ne faut pas que ça vienne teinter trop ma compréhension de la personne à aider. Puis il ne faut pas que j'inculque mes valeurs à cette personne-là, mais il faut plutôt que je travaille avec elle. Des exemples de préjugés que j'ai entendus, je peux vous dire que c'est à l'homme de veiller à l'éducation, ou on entend aussi souvent, si cet enfant-là, il y avait un père présent, mais il serait moins turbulent. J'ai déjà entendu aussi, puis vous autres aussi, sûrement, les immigrants fuient leur pays, ils devraient adapter nos valeurs puis notre culture. Bien, ça, c'est des choses qui, sans trop le vouloir, nécessairement, sans que ce soit trop conscient, ça vient teinter leur compréhension, les interventions qu'ils veulent faire, comment ils voient le problème finalement, puis comment on devrait aider cette personne-là. Ça, c'est au niveau des préjugés. L'autre point, c'est le discernement. Quand on établit une relation de confiance avec une personne vulnérable, faire preuve de discernement, c'est vraiment important. Puis d'ailleurs, dans le devis ministériel, il y a des éléments dans toutes les compétences du genre adaptation judicieuse de sa communication, prise en considération de la culture et des normes sociales d'appartenance de la personne, qui font appel au discernement finalement, à cette variable-là à tenir compte dans la compréhension de la chose. On a tenté comme département plusieurs interventions, entre guillemets, là, mais plusieurs techniques, plusieurs pédagogies, sans jamais arriver vraiment à nos fins, parce que les étudiants, ils en viennent à comprendre ce qu'on dit, ils en viennent même à être d'accord avec nous. Mais ça, c'est au niveau cognitif. Au niveau affectif, ça ne passe pas le test. Ça ne passe pas le test du temps non plus. Quand ils se retrouvent devant une personne qui a besoin d'aide, ben, leurs propres valeurs, leurs propres préjugés prennent le dessus. Puis ça prend trop de place finalement. Des fois, les personnes aidées se disent « Voyons, pourquoi tu me dis ça? » ou « C'est pas là que je vais aller » ou « Je ne suis pas d'accord avec toi. » Puis s'ils insistent, là, ça devient problématique, on s'entend. Un autre constat important qu'on a fait aussi, c'est que nos étudiants TES à Granby sont 15 à 20 en dessous de la moyenne provinciale pour le cours de Philo 101, qui est justement un cours qui s'intéresse au processus de la pensée et au jugement. Puis malgré le fait que les étudiants réussissent leur cours de Philo 101, puis les autres qui suivent parce qu'à un moment donné, ils graduent, mais il y en a certains étudiants avec pour qui les billets demeurent, puis demeurent de façon un peu trop importante à notre avis. Puis là, vous allez vous dire, mais comment ça qu'ils graduent ces étudiants-là d'abord? Ben, parce qu'ils ont plein d'autres habiletés, parce que les situations où ça devient problématique sont plutôt rares, parce qu'il y en a plein qui ça a sorti dans un travail à 3e session ou à 4e session, puis en stage, il n'est pas confronté à ces préjugés-là ou à ces valeurs-là. Donc, à un moment donné, c'est comme des graines qu'on veut semer auprès de nos étudiants sans vouloir complètement tout changer. De toute façon, ce n'est pas possible, c'est un processus à long terme. Fait que c'était ça, finalement, qui fait que le département de TES a embarqué dans ce projet de recherche-là. Tu peux aller à l'autre... Je suis désolée, j'ai un peu de la misère avec le changement de diapositive. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'améliorer leur jugement, vous l'aurez compris. Donc, on s'inscrit dans la lignée dans la conception de Lippmann au niveau
la pensée d'excellence, ou pour parler de manière plus inclusive, peut-être la juste pensée. Donc, pour Lippmann, dont on partage la position, puis on rentre en contact avec cette conception-là lors de notre formation à l'Université Laval. Pour penser de manière excellente, il faut penser de manière multidimensionnelle, certes de manière critique, mais aussi attentive à soi, aux autres, aux idées, créatrice, être en mesure de pouvoir penser hors du cadre, tout ça. Donc, voilà ce qu'on tente, ce qu'on vise de cette pensée multidimensionnelle-là, parce que selon cette conception-là, un penseur qui serait seulement critique serait un penseur dit critiqueux, qui a des idées peut-être rationnelles, logiques, mais pas nécessairement bienveillantes. Un penseur créatif seulement, c'est un penseur qui serait un peu flyé, un peu excentrique, dont les idées seraient originales, divertissantes, mais peut-être pas nécessairement viables. Un penseur attentif seulement peut être un penseur dit complaisant ou voire bonasse, dont les idées sont réconfortantes, mais puis peu confrontantes, mais qui alimentent d'une certaine façon nos biais de confirmation aussi. Donc, le jugement raisonnable qui est visé, c'est le produit de ce processus de pensée-là qui est multidimensionnel. Puis c'est un peu la visée, dans le fond, du premier cours de philosophie, où c'est d'améliorer ce jugement-là, cette pensée-là, la rendre... c'est un acte naturel, penser, mais bien penser, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, voilà. Mais peut-être la question qu'on peut se poser, c'est comment favoriser cette mobilisation transversale de cette habileté à penser de manière multidimensionnelle et ainsi formuler des jugements raisonnables en TES. Il semble arriver à le faire en philo avec des thèmes philosophiques, mais comment on fait pour que ça soit mobilisé dans d'autres disciplines comme TES? Je cède la parole à Frédéric. Je tourne la page en même temps, c'est ça. C'est bon, merci. Excuse-moi. OK. La solution qu'on a pensé utiliser se décline en 3 points, là, comme sur la diapo. C'est qu'on va passer par les CRP, ce que Lippmann faisait déjà, en essayant justement de faire ressortir les différentes habiletés nécessaires au mieux penser, puis aux attitudes également. Fait que ça, c'est comme la première étape. Dans le fond, on a décidé d'aller faire des CRP en TES, puis on sait aussi, suivant certaines méta-analyses d'Abrami, que le dialogue puis le questionnement de la part du prof, ça fait avancer encore davantage les étudiants au niveau de la pensée critique, parce que là, ça les pousse à se questionner, ce qu'on fait, entre autres, dans les CRP. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on veut utiliser une approche mixte. On va voir comment dans la suite. Là, on va préciser ça s'en vient dans la suite. Mais en gros, c'est d'essayer justement de montrer les habiletés, pas seulement à philo, mais aussi à les utiliser en TS. On va voir comment dans la suite. Puis, évidemment, d'avoir un contrat didactique, le rapport au savoir que l'étudiant entretient par rapport au savoir, qui soit axé sur l'évaluation de ce qu'il apprend. Puis on va détailler ça aussi dans la suite. Fait que Mélissa, je te laisse y aller avec ce qui concerne les habiletés et la CRP. Bon, plus concrètement, c'est quoi une CRP en TES à la manière de Lippmann? Donc, la CRP, quand on va en classe de TES, on y va pour 2 périodes, donc pour 1h45, grosso modo. Puis, dans chacun des cours de la discipline TES, dans le fond, on fait 2 CRP. Une plutôt dans les premières semaines de la session, une plutôt vers la fin, dans les dernières semaines de la session. Et puis, ces 2 séances-là se déroulent toujours un peu de la même façon. On part d'histoires qui présentent, qu'on a écrit, on a rédigé nous-mêmes, qui présentent des situations problématiques en lien avec la discipline TES. Puis, bon, dans un premier temps, à la manière de Lippmann, on fait une lecture commune de l'histoire, c'est-à-dire que les jeunes à tour de rôle se partagent la lecture, là, donc un lit une phrase, la phrase suivante, tout ça, à haute voix. Et puis, vous savez peut-être, les histoires dans la méthode Lippmann, dans le fond, ils modélisent le dialogue philosophique. Donc, les personnages exploitent des habiletés, proposent des attitudes qui favorisent, dans le fond, l'émission de jugement raisonnable. Dans un deuxième temps, on a la cahier des questions. Donc, les étudiants, en discutant avec leurs voisins et voisines, formulent des questions.
L'enseignant, dans le fond, compile ces questions-là, puis s'assure que chacun des membres de la communauté a bien compris les questions qui ont été retenues. Les membres de la communauté peuvent aussi poser des questions si jamais les questions ne sont pas bien comprises. Et puis, par la suite, il y a un choix démocratique de la question qui sera délibérée. À l'occasion, c'est nous qui choisissons la question en collaboration avec l'enseignant de TES. Dans d'autres cas, c'est les étudiants eux-mêmes, c'est vraiment leur question. Par la suite, et ça, c'est comme une étape qu'on a ajoutée, inspirée par les travaux de Edwidge Chirouter. Là, je sais que j'avais déjà assisté à une conférence où elle parlait qu'elle faisait vraiment faire des petites discussions en petits groupes avant d'aller en grand groupe. Je trouvais ça brillant d'avoir cet espace sécuritaire-là pour les gens qui sont peut-être plus gênés de parler devant un grand groupe. C'est des grosses classes en TES, c'est des classes de 30, donc ça peut être intimidant. Donc, les jeunes, dans leur journal de réflexion, formulent leur hypothèse personnelle sur la question posée, formulent leurs raisons personnelles. Par la suite, les partagent avec voisins, voisines. Et à la suite de ça, là, vraiment, on entre dans la délibération, mais juste avant, on fait un enseignement explicite d'une habileté de la pensée. Ils les ont vus, ils les voient en philo, ces habiletés-là. Donc, on réactive ces connaissances-là, on les amène à co-construire avec nous la définition de l'habileté, parce qu'habituellement, ils la connaissent, ils l'ont appris, ils l'ont connue en philo. Donc, on refait ça, on redéfinit l'habileté, puis on fait quelques exercices juste pour s'habituer à réutiliser ces habiletés-là. Ils ne sont pas obligés nécessairement de l'utiliser après dans la délibération, mais ils sont invités à le faire, évidemment. Donc, le dialogue qui suit, grosso modo 40 minutes de dialogue. Évidemment, chaque membre par l'animateur est invité à faire progresser la recherche. Le rôle de l'animateur, je pense que vous le connaissez pour la plupart, c'est de mettre en place et maintenir les conditions nécessaires au développement de la pensée multidimensionnelle, en faisant la promotion de l'usage d'habiletés pour qu'on fasse non seulement une recherche, mais une recherche de qualité, puis une recherche collaborative. Donc, c'est ça, chaque membre est convié à émettre des jugements qui sont de plus en plus raisonnables. C'est évidemment ce qui est souhaité. Par la suite, on a ce qu'on a appelé le retour réflexif. Donc, encore dans le journal de bord, les jeunes sont invités à répondre, est-ce que ma position a changé ou pas? Donc, oui ou non. Si elle a changé, pourquoi? Si elle n'a pas changé, pourquoi? Ou si on demande les raisons. Puis, à la suite, à l'endos de ce journal de réflexion-là, ils ont des énoncés. Ils doivent juger de l'expression de la pensée multidimensionnelle. Là, je vous montrerai plus en détail dans le journal de réflexion un petit peu plus loin. Donc, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai. En même temps que ce retour réflexif-là des étudiants dans leur journal de réflexion, il y a aussi l'enseignant, enseignante en TES et l'enseignant, enseignante en philo qui dialoguent ensemble. Un peu l'enseignant TES qui a seulement qu'observé, partage ses observations justement au niveau des différentes dimensions de la pensée. Puis l'enseignant, lui, en philosophie, lui fait une rétroaction. L'idée, c'est d'initier l'enseignant en TS à la pensée multiple, puis à favoriser un développement d'un rapport évaluatif au savoir qu'on va explorer plus en détail un petit peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si c'est à qui le tour par là. Ah oui, ici, vous avez les exemples des habiletés qu'on a explorées à la première session. On avait vraiment fait des choix pour chacun des cours des habiletés. On est parti avec la base, là, qui est vue habituellement en philo 101. Donc, c'est ça, ce sont les habiletés qu'on a explorées. Puis maintenant, sont affichées dans les classes de TES, ces habiletés-là, pour que ce soit un rappel. Je crois que c'est Frédéric. C'est moi. Oui, c'est ça. OK. L'autre point, c'est l'enseignement selon l'approche mixte dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, Mélissa, tu es allée un petit peu trop vite, il faudrait que tu recules. Ah, j'ai même pas rien fait, c'est la magie de Team. OK. Voilà. OK, merci. OK. Concernant l'approche mixte, en fait, c'est un combiné de l'approche générale puis de l'approche par infusion. Qu'est-ce que c'est que l'approche générale? Dans le fond, c'est un enseignement explicite qui est décontextualisé. Par exemple, si on pourrait enseigner, est-ce que c'est qu'une définition sans contexte, puis on définit ce que c'est que la définition ou ce que c'est que de fournir une raison. Puis après ça, on fait des exercices de manière, puis on le fait aussi, on modélise avec l'étudiant, qu'est-ce que c'est que fournir une raison. Ce qu'on peut faire, entre autres, en philo.
c'est souvent ce qu'on fait, entre autres, concernant différentes habiletés en philo pour justement amener l'étudiant à voir en quoi consiste l'habileté en question. Puis, après ça, ben, en TES, par infusion, c'est qu'on fait le lien aussi avec les contenus disciplinaires. Ce qui arrive souvent avec les étudiants, c'est que parfois, ils apprennent à fournir des raisons en philo, à dégager des conséquences en philo de manière décontextualisée. Puis on peut aussi le faire de manière contextualisée en philo, avec des mises en situation ou par infusion, pour le dire en d'autres mots. Mais le problème, ce qu'avait constaté, entre autres, Mathieu, c'est que lorsque les étudiants sortent du cours de philo, on dirait qu'ils ne l'appliquent pas dans les autres matières. Les autres contenus, on dirait qu'ils ne le font pas nécessairement. Certains le font, mais pas tous. Et là, l'idée, c'est d'aller le mobiliser dans un autre contenu. Et c'est pour ça l'approche par infusion. Et c'est pour ça qu'on fait les CRP avec des histoires liées à TES ou des problématiques liées à TES. Et là, on les invite justement à questionner, mais en TES, à fournir des raisons, mais en TES. C'est peut-être aussi le fait que fournir une raison en philo, ce n'est pas tout à fait la même chose que fournir une raison en TES. Et là, le fait que ce n'est pas tout à fait pareil, on dirait que l'étudiant ne sait pas trop comment le faire ou n'est pas habitué de le faire ou en tout cas se questionne. Puis là, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il finisse par mobiliser justement ce qu'il apprend en philo, à le mobiliser, mais en TES. Et de cette façon-là, ben, c'est pour ça qu'on a utilisé finalement l'approche mixte, parce que quand c'est général et décontextualisé, ben on peut aller très loin sur la définition de l'habileté, mais l'étudiant ne le fait pas nécessairement en contexte. Et quand c'est seulement par infusion, ben on va peut-être parfois pas assez loin dans la définition de l'habileté, mais l'étudiant le fait un peu de façon peut-être intuitive par rapport au contenu, mais le fait pas nécessairement automatiquement puis avec profondeur. Donc, avec les deux approches, l'approche mixte, en fait, qui comprend comme les deux approches, ben, on essaie de pallier aux problèmes de chacune des approches individuellement pour que l'étudiant finisse par mobiliser de manière transversale les compétences qu'on retrouve en philo, les différentes habiletés, puis qu'il le fasse aussi en TES, finalement. Mélissa, c'est à toi, je crois. Merci, Fred. Donc, troisième élément, l'enseignement axé sur l'évaluation des savoirs. Comme quand même les visages que je reconnais, vous êtes des gens qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, donc j'imagine que vous savez ce que c'est un contrat didactique, peut-être pas. Dans le fond, un contrat didactique, selon Brousseau, c'est un ensemble c'est l'ensemble des comportements que l'enseignante attend de l'étudiant et vice-versa. Et parmi ces comportements-là, il y a le rapport au savoir. Ce que c'est un rapport au savoir, c'est pour la relation qu'on entretient avec le savoir, la posture que l'étudiant doit épouser face au savoir, qui vont être éventuellement acquis dans la discipline. C'est souvent le reflet du rapport que l'enseignant lui-même entretient avec le savoir qu'il enseigne. Donc, voilà. Et puis, donc parmi les différentes postures face au savoir, si je vais au tableau ici, là, les différentes postures réalistes, absolutistes, relativistes et évaluatives, malheureusement, on n'a pas le temps de faire le tour de ce beau tableau, mais je vous invite à le consulter, c'est vraiment intéressant. Selon Dean et Kuhn, ce serait vraiment la posture évaluative qui serait le terrain propice à l'épanouissement d'une pensée d'excellence, que lui qualifie de critique, que nous décidons de qualifier plutôt de multidimensionnel, là, mais donc, ça serait le terrain propice. Donc, c'est pour ça que nous visons un enseignement qui est axé sur l'évaluation des savoirs dans le cadre du projet pour inciter l'étudiant à évaluer les savoirs, c'est-à-dire à faire l'usage de sa pensée face à ceux-ci. On serait rendu aux objectifs de recherche. Éric, c'est à toi. Allez, j'ouvre mon microphone. Oui, j'ai lu microphone en même temps. Je n'utilise jamais ce mot-là, microphone, je suis toujours micro.
Donc, vite, là, dans le fond, je vais vous les lire. L'objectif général, c'est d'explorer la relation entre l'utilisation d'une approche mixte et le jugement des personnes étudiantes en éducation spécialisée à Granby. Plus particulièrement, décrire les changements chez les étudiants en ce qui concerne leur rapport au savoir, qui est nécessaire au jugement raisonnable. On dit décrire parce qu'on est vraiment dans une étude de premier niveau. Là, on explore, on ne peut pas établir de relation, on peut pas. On fait juste décrire ce qui se passe autant qu'on peut. Décrire les changements chez les personnes étudiantes aussi en ce qui concerne la pensée multidimensionnelle et décrire aussi les changements chez les enseignants en TS en ce qui concerne leur rapport au savoir. Nous allons maintenant vous présenter comment nous avons recueilli donc les données pour cerner un phénomène aussi complexe que le rapport au savoir des enseignants et étudiants de TES, ainsi que la pensée multidimensionnelle dont on a parlé tout à l'heure, donc la pensée critique, la pensée créatrice et la pensée attentive. Donc, voici les éléments qui vont être précisés. Tout d'abord, la population ciblée, bien sûr. On l'a déjà évoqué, mais donc, on cible à la fois les enseignants et enseignantes de TES du Cégep de Granby et aussi les étudiants de TES admis à la session d'automne 2023, donc cet automne, au Cégep de Granby. Nous allons aussi parler des instruments de collecte de données et de l'analyse des données. Donc, vous pouvez voir ici la population ciblée. Il y a aussi, bien sûr, eu des considérations éthiques qui nous ont guidés lors de l'élaboration de ce projet. Je mentionne un peu comme ça que je suis coordonnatrice du comité d'éthique au Cégep de Granby et je suis membre d'un autre comité d'éthique également. Donc, toute recherche doit être soumise à une évaluation par un comité d'éthique de la recherche, qu'elle soit subventionnée ou non, si elle inclut des êtres humains. Et il y a donc eu cette évaluation éthique-là qui a été faite à l'automne dernier, en fait le 22 août, là, juste avant que la session commence. Donc, le projet a été soumis aux membres du comité d'éthique. Le projet a été aussi jugé à risque minimal, selon la fameuse définition dans l'EPTC2, là, qui est évidemment la Bible de l'éthique des organismes subventionnaires fédéraux. C'est-à-dire que la probabilité et l'ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents à la vie quotidienne des participants. Autrement dit, participer à cette recherche n'a pas plus de risques que ce qu'une personne va courir dans sa vie habituelle, donc dans ce qu'on appelle la vie quotidienne. Parlons maintenant du consentement libre, éclairé et continu, une notion dont on entend souvent parler sans savoir peut-être exactement ce que ça veut dire. L'objectif ici, c'est d'obtenir le consentement libre, éclairé et continu des participants et de minimiser les risques qu'ils pourraient potentiellement vivre. Donc, le consentement a été obtenu auprès à la fois des étudiants et des enseignants de TES pour participer au CRP, dont on a parlé tout à l'heure, remplir les journaux de réflexion pour les étudiants, faire les tests de offer à la fois pour les enseignants et les étudiants et aussi faire les entrevues. Cette partie-là n'a pas été débutée encore, c'est plus vers la fin de la recherche. La solution qu'on a trouvée, c'est que c'est moi qui ai rencontré toute cette population ciblée-là, c'est-à-dire à la fois les étudiants et c'était vraiment pour éviter toute pression indue ou tout conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que moi, je n'en enseigne pas en ce moment. J'ai déjà été prof et maintenant, je suis conseillère à la recherche et je ne côtoie pas au quotidien les enseignants de TES, ce qui veut dire que ma seule présence ne mettait pas en cause une question de relation d'autorité ou de pression. Je leur ai expliqué tous les éléments du projet, les visées, le temps, etc., les risques, les avantages. Et aussi, on leur a donné cette indication suivante. Dans le cas des étudiants, s'ils ne souhaitaient pas que leurs propos soient enregistrés, on ne filmait pas, mais on enregistrait au niveau audio, ils avaient toujours l'option de jouer le rôle d'observateur ou carrément de demeurer silencieux, quoique beaucoup de personnes, des étudiants se sont pris au jeu et finalement ont décidé de parler, mais c'était tout à fait leur choix. Évidemment, les étudiants ou professeurs pouvaient se retirer en tout temps de la recherche sans préjudice, sans donner de raison également. Et ce choix-là de pouvoir changer d'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle la partie continue du consentement, donc consentement libre, éclairé et continu. Dernier élément sur la confidentialité des données et la protection de la vie privée. L'équipe de recherche est assurée de garantir la confidentialité des données, à protéger l'information pour respecter la vie privée de chacun et chacune des participants. Les réponses récoltées aux tests de offer, les entrevues et les journaux de réflexion sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on sait d'abord qui remplit, mais ensuite, très rapidement, on élimine
tout à fait qui est cette personne. Donc, ça devient anonymisé à l'aide d'un code et ce n'est que moi qui possède la clé de correspondance entre le numéro attribué à l'étudiant ou à l'enseignant et son nom. Cette clé-là va être détruite, bien sûr, à la fin de la recherche et donc la confidentialité est gardée, particulièrement pour mes collègues qui, enseignent en TES, donc conflit d'intérêt potentiel, et pour les profs de philo également, qui animent, comme vous savez, les CRP en classe. On transcrit également les verbatims de façon anonyme, c'est-à-dire dès la transcription, tous les prénoms des personnes sont supprimés ou toute référence qui pourrait faire qu'on reconnaît une personne. Donc, au bout du compte, avec notre méthodologie très qualitative, il est impossible d'identifier les personnes dans les propos qu'elles disent, là, que ce soit sur la forme écrite et orale. Éric va continuer en parlant d'échantillons. Oui, voilà, la vignette précédente, Mélissa, Oui. là, on a bon an, mal an, environ 140 étudiants qui se présentent au premier cours de la première session. De ces 140-là qu'on avait l'année passée, il y en a 82 qui ont complété le pré-test. Il y en a qui se sont ajoutés parce qu'ils ont vu que les CRP, ça pouvait être intéressant, ils avaient envie de parler, puis donc il fallait qu'ils consentent à être enregistrés. Il y en a qui sont sortis pour différentes raisons, dont des échecs, des abandons, des changements de programme. Mais 82 ont complété le pré-test, puis ils ont évidemment 77% environ ont entre 17 et 24 ans. On a quand même un 12% qui ont entre 25 et 34 ans, puis un 11% qui ont 35 ans et plus. On a plusieurs personnes qui reviennent aux études, la moyenne d'âge étant autour de, je dirais, comme à peu près 25 ans, 23 ans là, dans notre programme. Évidemment, comme dans tout programme qui concerne la relation d'aide, on a 80% sont des filles. Puis un autre fait intéressant aussi, il y en a le 3/4 dont le dernier diplôme obtenu est un diplôme d'études secondaires, mais on a quand même un 13% qui ont déjà un DEC dans un autre domaine et même un 6% qui ont un bac ou une maîtrise universitaire. Pour la prochaine, Mélissa. Donc, les instruments de mesure, on a utilisé le test de Offer pour évaluer le rapport au savoir. On fait un pré-test, un post-test pour les étudiants et les enseignants. On l'a traduit de l'anglais avec l'aide de Mathieu, bien sûr, puis d'autres personnes dont j'oublie le nom, je m'excuse à eux. Mais on avait des enjeux de définition dans la traduction de l'anglais, entre autres, dans le test original. Offer fait souvent référence à un expert, mais un expert aux États-Unis et puis dans le monde anglo-saxon versus nous, c'est pas la même chose. Donc, nous, on a décidé de séparer ça pour certaines questions, de décliner ça de 3 façons. L'expert qu'on définit comme étant l'enseignant qui a un savoir avancé en éducation spécialisée, le chercheur qui cherche à développer des nouveaux savoirs et l'intervenant qui a une expérience terrain. Parce que des fois, certaines personnes vont dire, ben moi, je pense que ceux qui travaillent sur le terrain, ils connaissent plus ça finalement que les profs ça fait longtemps qu'ils ne sont pas intervenus ou que les chercheurs qui sont vraiment déconnectés. Donc, on a certains préjugés par rapport à la position dans relation d'aide. Beaucoup de personnes aussi pensent que tout ce qui est psychologie et relation d'aide est une science du gros bon sens. Voyons, aider du monde, c'est juste à avoir du bon sens puis tu vas pouvoir aider le monde. Ça va quand même plus loin que ça. Fait qu'on l'a décliné de cette façon-là. Puis, il y a 4 échelles intéressantes dans le test, qui est la certitude. Donc, est-ce que mon savoir est très fluide ou très fixe? Est-ce que la simplicité, est-ce qu'il est très simple ou très complexe? Il y a la source, est-ce que le savoir s'acquiert en tant que spectateur? Donc, il provient d'une autorité extérieure, mon prof, les livres, ou il est en construction. Et la justification, est-ce que le savoir se justifie de manière très hétéronome? Donc, c'est une évidence, c'est l'autorité, c'est l'expert, ou de manière très autonome. Donc, je suis capable, moi, de porter un jugement sur ce savoir-là. Ensuite, pour le rapport au savoir, on a aussi des entrevues à la toute fin du projet. On va rencontrer les étudiants en entrevue 15-20 minutes pour discuter avec eux de différents sujets, dont leur rapport au savoir. OK, pour la suite, dans le fond, pour les mesures concernant la pensée multi, on a le journal de réflexion qu'on va présenter tout de suite dans les diapos qui suivent, fait que j'en parlerai parce que je vois que le temps file, là. On a aussi les verbatims qu'on va coder, puis le codage, on va vous montrer notre grille de codage. Verbatims qui sont anonymes, comme on l'a dit tantôt. Puis éventuellement, il va y avoir les entrevues. Les questionnaires ne sont pas encore
sont pas encore prêts, mais on va surtout parler des 2 premiers points. Puis là, pour qu'on ne manque pas de temps, Mélissa, je vais te laisser y aller tout de suite avec le journal. Le journal de réflexion, je vous en ai déjà pas mal parlé là, quand je vous ai présenté comment fonctionnait la CRP à la manière de Lippmann. Donc, c'est ça, ils doivent donner leur réponse à la question dans un premier temps avant la délibération avec leurs raisons. Par la suite, suite à la délibération, est-ce que leur position a changé ou pas et pourquoi? Et la dernière section, dans le fond, c'est vraiment, on a créé des énoncés qui portent et sur la pensée critique, créative et attentive, puis ils doivent porter un jugement évaluatif là-dessus. Est-ce que, selon eux, leur communauté, leur délibération faisait preuve de pensée critique, c'est-à-dire justifier, les idées étaient justifiées, les idées étaient évaluées, est-ce que la communauté faisait preuve de pensée créatrice, attentive, bon, etc., etc. Reviens à la vignette. En fait, les six affirmations qui sont là, c'est pour vérifier. Les 2 premières, c'est pour vérifier la pensée critique. Le 3 et le 4, c'est la pensée créatrice. Et le 5 et le 6, c'est plus la pensée attentive. Puis, dans notre codage, on reprend un peu les mêmes éléments parce qu'il y a des sous-dimensions de la pensée critique. Par exemple, le premier point ici, la première affirmation, c'est pour le niveau justification, tandis que le deuxième élément, c'est plus au niveau évaluatif par rapport à notre propre position. Donc, on va reprendre un peu ces idées-là dans le codage. Là. On va y venir dans la suite, d'ailleurs. Ça va? Oui. OK. Donc, pour l'analyse des données relatives au CRP, donc voici comment on a fonctionné. On vous l'a dit, ce sont des enregistrements audio qu'on a fait des CRP. Lors de la première session, puis on va en refaire à la 4e session de cette cohorte-là de 2023. On a utilisé un microphone USB Yeti. Là, vous avez sa belle image à votre droite et aussi le logiciel Audacity. Et pour l'analyse des verbatims de CRP, là, on a pigé au hasard et c'est les semaines 5 et 11 qui ont été choisies pour la première session. On va faire la même chose à la 4e session. Pour la réalisation des verbatims, vraiment, notre tour de contrôle, c'est sur Team. Donc, nos auxiliaires de recherche, 2 étudiants du cégep de Granby. Donc, écoute les enregistrements, retranscrivent les enregistrements, les anonymisent, les révisent, chacune révise celle de l'autre, les transcriptions de celle de l'autre. On corrige ces verbatims-là aussi par la suite au niveau de l'orthographe, tout ça, là, pour s'assurer que ça faciliter le travail des codeurs. Et puis après, on arrive au gros travail. Là, celui-là, c'est vraiment un travail colossal, là, celui de codage. Si jamais vous n'avez jamais fait ça, en tout cas, c'est toute une expérience, vraiment, on la trouve assez éprouvante, pour être honnête, là, mais c'est vraiment une expérience très enrichissante. Donc, c'est fait à l'aide d'une grille d'analyse qui n'a pas été facile à créer. Vraiment, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Mais on est quand même assez fiers de ça. C'est pas parfait, mais ça à quoi on est arrivé quand même, on va vous présenter ça rapidement. Par la suite, on s'est inspiré des travaux de Daniel, mais pas que, de la conception de Lippmann, des travaux de la réflexion de Biergeau aussi. Puis notre expérience à nous aussi, là, quand même, on commence à en cumuler un petit peu. Là. Donc, on a produit cette grille-là, puis on utilise sous la suggestion de Mathieu le logiciel MaxQDA là, qui facilite beaucoup le travail de codage. Là. Voilà. Donc, peut-être les grilles de codage, je laisse la parole, Frédéric. OK. Pour la pensée critique, dans le fond, nos indicateurs, c'est la justification puis l'évaluation. La justification, c'est plus au sens où quand l'étudiant prend position, qu'est-ce qu'il utilise pour se justifier? Et là, on a mis 3 niveaux qui sont là. Je ne les déclinerai pas, mais on est allé suivant 3 niveaux par rapport à l'argumentation qu'il utilise pour se justifier. Concernant l'évaluation, là, c'est plus par rapport au fait de prendre position par rapport à la position d'autrui lorsqu'il est en train d'évaluer la position d'autrui. Et là, on met l'accent plus sur l'évaluation de la position d'autrui ou sa propre évaluation son évaluation de sa propre position. Est-ce qu'il finit par s'auto-corriger? Lorsqu'il finit par faire ça, ben là, on considère que c'est un niveau 3 dans le fond, parce qu'il est capable de remettre en question sa propre position et de justement dire pourquoi
à amener des raisons pourquoi ils s'auto-corrigent, on pourrait dire. Fait que c'est ce point-là concernant la pensée critique, dans le fond. Fait que les deux indicateurs qui sont là sont repris dans le journal de réflexion de tantôt. La justification, c'était l'affirmation 1, puis l'évaluation, c'est l'affirmation 2. Fait qu'en même temps, ben, on les amène dans le journal de réflexion à essayer de se questionner sur le fait de est-ce qu'on s'est justifié pendant la communauté de recherche, mais aussi est-ce qu'on évalue la position des autres ou on s'auto-évalue aussi par rapport à notre position pendant la communauté de recherche. Fait que c'est ce que je voulais dire. On retrouve un peu les mêmes idées dans le journal de réflexion et dans le codage, finalement. Pour les dimensions, oups, vas-y, excuse-moi. Tu peux y aller avec la suivante. Oui, c'est ça. Pour les pensées suivantes. Pour la pensée critique, on est en terrain connu. Hein, prof de philo, la pensée critique, c'est notre milieu, on le connaît bien. Mettre 3 niveaux, on savait facilement juger entre une justification de 2e niveau versus une justification de 3e niveau. Donc, une justification de 2e niveau qui était fallacieuse, quoi que ce soit. Mais là, quand on est tombé en terrain créatif et attentif, vraiment, on a frappé un mur. C'était beaucoup plus difficile. Puis là, on était plus dans le subjectif, dans l'interprétation de c'est quoi un niveau 2, un niveau 3. Fait que là, on a décidé de seulement s'en tenir pour éviter les erreurs. Pour éviter les erreurs, en tout cas, pour qu'il y ait moins d'erreurs possibles. D'y aller avec seulement est-ce qu'il y a absence ou présence d'amplification et de défiance dans le cas de la pensée créatrice. Puis pour la pensée attentive, je redonne la parole à mon collègue. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur la pensée créatrice. Là, je vois que le temps file, déjà 45, je me dis, si on va dans le détail, on risque de manquer de temps pour la suite. Ben, moi, ça me va. Là. Puis concernant la pensée attentive, c'est plus le soin qu'on apporte à l'autre et à soi aussi pendant la discussion, qui fait référence beaucoup à la bienveillance, mais c'est plus l'attention qui est portée finalement à chacun d'entre nous pendant la CRP. Et on essaie aussi de coder, dans le fond, l'attention qu'on porte au processus de recherche. Donc, à la façon dont on construit les choses, est-ce que c'est bien construit? Est-ce que c'est la manière de faire? Est-ce qu'on devrait, par exemple, fournir une définition à tel ou tel moment de la discussion? Lorsque les étudiants font ça, ben, on considère qu'il y a une certaine présence du souci par rapport au processus de recherche. Ce qui est difficile, par contre, concernant la pensée attentive, c'est qu'il y a beaucoup de ce qui concerne la pensée attentive qui passe par le non-verbal. Et là, on travaille avec des verbatims. Et on parle beaucoup du non-verbal. Ce n'est pas des enregistrements vidéo. Donc, ça devient parfois difficile de coder justement les manifestations. Donc, il a fallu se limiter dans notre codage étant donné que c'est des verbatims. Il y a des choses qu'on aurait pu coder si ça avait été audio, mais comme on a des verbatims, on fait avec nos verbatims finalement. C'est ça, ça a beaucoup influencé le choix des indicateurs aussi. Là, dans le fond, ces verbatims-là, parmi les différents indicateurs qu'on aurait pu choisir. On arrive vers la fin, il y a la zone du temps pour les questions. Parmi les retombées anticipées, en fait, il y en a plusieurs, on en a mis quelques-unes ici. Cette approche-là, la CRP adaptée à TES, c'est vraiment une pratique pédagogique innovante qui amène à la fois les enseignants de TES à travailler en collaboration avec ceux de philosophie. Et si les résultats de la recherche sont positifs, comme bien sûr on espère fortement, cette pratique pourrait contribuer à améliorer le jugement des étudiants et aussi donner un meilleur sens à leurs apprentissages. Ainsi, les contenus des cours de TES pourront désormais être liés aux différentes habiletés et attitudes concernées par la philosophie. Et la pratique pédagogique des deux côtés, à la fois en TES et en philosophie, seront inévitablement questionnées, voire transformées. Grâce à différents projets pédagogiques qui ont eu lieu au Cégep de Granby au cours des dernières années, les enseignants de philo, là, en particulier Mélissa et Frédéric, ont constaté que la CRP semble posséder un haut transfert de potentiel dans d'autres disciplines, parce qu'on l'a testé dans différentes disciplines ici au Cégep, là, pas seulement en TES, ce qui a donné aussi l'idée de ce projet de recherche. Et d'ailleurs, le Cégep de Granby soutient des projets en co-développement et partage d'expertise pour former une communauté éducative qui est vraiment centrée sur la réussite étudiante. Donc, la diversification des méthodes pédagogiques
met de l'avant l'apprentissage actif. Et la CRP adaptée en TES va vraiment dans ce sens-là, puisqu'on favorise le jugement de la personne étudiante en situation concrète, par exemple en stage, où l'étudiant va aller à partir déjà de la 3e session et éventuellement par après. Donc, l'enseignement de la philosophie au collégial peut favoriser la mobilisation transversale des habiletés et attitudes de la pensée multidimensionnelle nécessaires au développement d'une citoyenneté éclairée. On peut voir donc sur la diapositive suivante un extrait de notre bibliographie, dans le sens qu'on a repris ici vraiment ce qu'on jugeait les textes essentiels et ceux qui ont guidé vraiment ce projet de recherche. Mais vous comprendrez que la véritable bibliographie est beaucoup plus longue, mais quand même en mettant les liens là, pour que vous puissiez y avoir accès. Et sur la diapo suivante, on a indiqué nos coordonnées, là, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, qui nous fera bien sûr plaisir de répondre. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. C'est un super beau projet. J'arrête pas de le dire depuis le début. Très inspirant, très intéressant. Puis, peut-être que vous pourrez venir présenter un aperçu des résultats au colloque annuel du collectif l'an prochain. À suivre. Assurément. C'est une invitation non formelle, informelle, mais ce serait vraiment intéressant. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite. Puis, on va se charger de diffuser puis de faire la promotion des résultats obtenus. Merci beaucoup pour cette belle présentation.